Bienvenue aux ateliers. Je remercie l'organisation pour cette invitation et pour me permettre de parler du coup de cardiologie interventionnelle structurelle, qui est une nouvelle discipline qui a de plus en plus d'impact dans la vie quotidienne de nos centres qui ont la chirurgie cardiaque sur place. Donc on est en tout petit comité, donc c'est très bien de pouvoir interagir. Donc n'hésitez pas à me couper, à revenir, mais de toute façon je vais vous interroger au fur et à mesure des différents cas. Alors j'ai prévu 5 ou 6 cas. Je pense qu'on n'aura pas le temps de tous les faire, mais bon, on s'arrêtera quand ce sera fini. Alors le premier patient, c'est un monsieur de 77 ans, hypertendu, tabagique, qui a une bronchite chronique Gold B, donc pas très sévère. Et il se retrouve en réanimation pour une détresse respiratoire sur une surinfection. Et les réanimateurs sont étonnés par l'évolution qui met sur une BPCO pas très sévère, une surinfection pas très sévère, une extubation qui met un peu de temps, et surtout, ça allait mieux. Ils l'extubent, ils le remettent, commencent à le mobiliser, à le mettre au fauteuil. Et alors que tous les paramètres étaient corrects, il se retrouve à faire une hypoxie, une désaturation, à être réintubé en urgence. Donc à partir de là, qu'est-ce que vous feriez comme bilan, en sachant que au point de vue pneumologique, sa radio n'était pas très sévère et c'était bien nettoyé? Est-ce qu'on entame un bilan cardiologique? Est-ce qu'on entame plus d'éléments pneumologiques? Donc il se retrouve à avoir une échographie cardiaque. Et alors à l'échographie cardiaque, on ne voit pas grand-chose. Et donc très rapidement, alors qu'il est intubé, une ETO. Et donc voilà ce qu'on obtient. On fait une ETO avec l'épreuve de bulle. Et donc on a plusieurs éléments sur ce cas. Donc on fait une épreuve de bulle et on voit les bulles qui passent massivement de l'oreillette droite à l'oreillette gauche au premier passage. On a un septum interauriculaire qui est très floppy avec un anévrisme du septum interauriculaire, hein, qui est défini par une excursion de plus que 1 cm. Et quand on fait le TO 3D, on a ici le septum et donc l'ouverture du foramen ovale. Donc on est sur le foramen ovale qui est rythmé par la respiration. Donc dès qu'on augmente la pression intrathoracique, donc il est intubé, le FOP s'ouvre et ça entraîne un passage de bulle assez massif. Hein. Donc qu'est-ce que vous feriez quel est le diagnostic et qu'est-ce que vous proposeriez comme attitude thérapeutique? Alors, vous voyez, il y a un shunt massif droit-gauche. En tout cas, sur un terrain pneumologique un peu fragile, sur une surinfection, le fait qu'il y ait une désaturation aussi massive comme ça, c'est effectivement ce qu'il faut rechercher. Alors, il y a des éléments qui sont aussi importants sur le TO. C'est qu'il a une aorte dilatée, qui n'est pas au stade chirurgical, mais qui est à 42-43 mm. Il a un septum qui est devenu tout petit. Alors, ça peut être des déformations thoraciques, des gens qui ont des thorax un peu fins, pas très développés en antéro-postérieur, des pectus excavatum, des choses comme ça, des scyphoscolioses, qui fait que le septum a tendance à se raccourcir et ça fait comme un petit clapet qui s'ouvre et qui, dans les conditions où il y a une surpression, la détresse respiratoire, l'hypertension artérielle pulmonaire, ça réouvre son FOP et qui devient tunnelaire et qui passe systématiquement. Donc, BPCO, il est tabagique, il a une BPCO qui est avérée, mais qui jusqu'à présent s'était manifestée par rien. Il n'a pas d'oxygène à domicile, il a une vie normale, il a une petite dyspnée, une toux chronique. Voilà, il est au stade Gold B, hein, c'est un des 4 stades.
Ah oui, c'est ça qui est difficile, hein, c'est qu'effectivement, lui, c'est caricatural parce que le shunt est vraiment massif, mais des fois, c'est des diagnostics beaucoup plus difficiles avec une BPCO sévère et un petit shunt. Et du coup, on ne sait pas trop s'il y a un bénéfice à le fermer. Donc, on évoque. Alors, le syndrome de Platine-orthodéoxie, c'est un syndrome qui est très spécifique, mais on rentre dans ce chapitre-là des FOP pneumologiques, où en fait la modification de l'anatomie, du coup, du fait des scolioses, de l'aorte un peu dilatée, dans certains cas, le flux cave va directement dans le FOP, et donc dans certaines positions, et notamment plus en position assise. Donc les patients en position allongée, ils saturent plutôt pas mal, on les met assis, et clac, ils passent à 80% avec la détresse respiratoire. Donc on est obligé de les rallonger. Les rallonger, ça va. Voilà, donc c'est avec la dilatation et rotation de l'aorte, les kyphoscolioses. On voit aussi sur les pneumectomies totales qui font réinverser le cœur, les augmentations de la pression de l'oreillette droite, donc notamment la ventilation. Les gens qui ont un SIA plus horizontal, et donc l'orientation du flux, ce que je viens de vous dire, vers le FOP. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut lui proposer, en sachant que des patients comme ça ne s'améliorent pas tout seuls, hein. C'est-à-dire que même en position assise, l'oxygénothérapie à fort volume ne change pas grand-chose. Ils améliorent un tout petit peu leur saturation, mais ils ne la normalisent pas. Et donc, c'est une bonne indication de fermeture du FOP. Sauf que ce n'est pas si facile que ça, parce que les modifications anatomiques, et surtout lui qui a le septum qui s'est raccourci, et donc le septum primum qui baille plutôt côté oreillette gauche, fait que la prothèse de FOP, donc la prothèse de FOP, vous connaissez, hein, c'est un emplatisseur à double disque. On cathétérise le FOP, on déploie le premier disque côté oreillette gauche, on passe dans l'oreillette droite, on déploie le deuxième disque. Ça prend 5 minutes si on n'est pas en forme. Une fois qu'on a cathétérisé, hein, c'est ploup-ploup. Et la prothèse se met d'emblée bien parallèle au FOP, sur les FOP notamment neurologiques. Là, on se retrouve à avoir une prothèse qui se met pas bien du tout, et notamment les deux disques n'arrivent pas à se replier, à se coller. Et l'aspect est vraiment pas joli. Alors on la tient encore, hein, donc on peut la ravaler à tout moment, il n'y a pas de difficulté. La traction sur la tige fait qu'elle ne se met pas forcément dans sa position définitive. Donc on peut toujours avoir un espoir qu'au moment où on dévisse, elle bascule du bon côté. Mais là, c'est pas étanche du tout. Et c'est pas étanche parce qu'elle se positionne pas dans sa position finale. Et ça arrive quelquefois dans les FOP pneumologiques parce qu'en fait, il y a un tunnel et la prothèse a tendance à se mettre perpendiculaire au septum et donc parallèle au tunnel. C'est-à-dire qu'elle se met plutôt comme ça, elle a tendance à se mettre comme ça plutôt que comme ça, parce que le moyeu se met dans le tunnel. Et donc, on a l'espoir, là, il y a toujours la tige qui tient, donc on se dit, bon, ça va bien se passer, on dévisse la tige, et ça ne se passe pas mieux, en fait, elle reste dans le mauvais axe. Donc à partir de là, alors ça aurait été plus facile de garder la tige et de la ravaler, mais à partir de là, on peut quand même agir, puisqu'il y a un petit téton qui dépasse, et donc avec une gaine un peu forte, alors on utilise les gaines de FAG, de 12 French, et un lasso, on attrape le petit moigneux, là, le petit pas de vis, et on peut la ravaler dans le caté. Ça force un peu, mais voilà, c'est
c'est plus facile de la ravaler quand elle est déjà vissée. Alors, il faut des gaines assez rigides. Donc, les gaines de Mullins, souvent, sont un peu molles, suffisent pas. Et c'est les gaines de Fag, de fermeture d'auricule gauche, qui sont 12-14 French, qui sont plus grosses. Parce que là, les FOP, on peut mettre avec des gaines de 8 French. Mais avec ces gaines-là, c'est pas assez pour la rattraper. Puis, il y a le pas de vis qui a tendance à se mettre en travers. Et du coup, à pas se mettre. Donc, alors, c'est des moyens maison. Hein, il n'y a rien qui est dédié. Mais les gaines de fermeture d'auricule gauche, elles sont assez rigides et elles vont 12 ou 14 French. Et du coup, on peut la rattraper. Sauf que, qu'est-ce qu'on peut faire après pour améliorer le patient? Parce que du coup, c'est un échec de fermeture classique du FOP. Et donc l'idée, ça a été décrit et c'est vrai que ça marche super bien, c'est de se dire on ne va pas se servir du tunnel pour apposer la prothèse, mais on va faire nous-mêmes notre trou. Donc on fait une ponction transseptale, on met la gaine dans le transseptal et on déploie notre prothèse comme elle aurait dû être. Alors, voilà, c'est ça. Sauf que les prothèses de CIA, alors on peut dans ces cas-là aussi quand même mettre une prothèse de CIA en se disant elle ne va pas être bien dans l'axe, ça ne va pas être très joli. Sauf que si on a sizé, et on l'a déjà fait, ça marche pas mal, au ballon, on size le FOP au ballon comme on ferait pour une CIA. Et c'est la jante de la prothèse, c'est pas tout à fait la même que la prothèse de FOP, hein, qui a juste un petit moyeu entre les deux disques. Et c'est l'application des deux disques qui ferme le FOP. La CIA, il y a une jante qui ferme le trou. Et du coup, on fait le diamètre étiré, on met la prothèse de CIA et ça marche aussi pas mal pour refermer. Mais c'est plus élégant de mettre la prothèse de FOP et de se servir de l'anatomie pour fermer le clapet. Et voilà la position de la prothèse avec le testobule. Vous voyez que la prothèse se retrouve bien appliquée. On ferme le FOP, c'est-à-dire que le FOP est là et il est bien bloqué. Et il n'y a plus une seule bulle qui passe. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous montrer. Donc sur un... Je sais pas si... Non, de FOP. De FOP, parce que là, du coup, on a fait un petit trou, hein, on n'a pas post-dilaté, donc il n'y a pas de perte de substance. C'est juste le petit passage pour mettre le moyeu voilà, c'est ça. Alors, il faut bien calculer, hein, c'est-à-dire que voilà, il ne faut pas faire la ponction très postérieure, il faut la faire sous ETO. C'est dans la même procédure. Hein. Nous, on préfère faire tout sous ETO justement pour ne pas être confronté à ces problèmes-là et puis pouvoir réagir immédiatement. Et il faut effectivement que entre la prothèse, si je monte sur l'ordinateur, vous verrez rien, mais entre la ponction transseptale et cette partie-là qu'on appelle le nimbus, là, qui est le petit morceau qui est sur l'aorte, ce soit la taille de la moitié de la prothèse. Hein. Donc si on a 15, on met une prothèse de 30, si on a 10, on met une prothèse de 25. Ouais. Mais ouais. Voilà, donc les FOP pneumologiques, c'est une entité qu'il faut connaître parce que c'est pas très fréquent, mais on se retrouve confronté quand même à des patients, alors en réanimation, mais ça peut être les patients qui ont des BPCO assez sévères, qui désaturent à la marche, etc., et qu'on a besoin d'évaluer. Et il faut faire du coup l'échographie avec épreuve de bulles, les Valsalva. S'il y a 2-3 bulles qui passent, ça ne sert à rien de les fermer. S'il y a un bon shunt avec on va dire plus que 30-50 bulles qu'on arrive à compter directement, ça vaut le coup de discuter avec les pneumologues la fermeture. Le geste est pas si difficile que ça et ça peut quand même améliorer la situation. C'est chez les BPCO sévères, l'amélioration est imprévisible et parfois pas au rendez-vous, mais ça vaut le coup quand même de l'évoquer. Donc, c'est les hospitalisations en réanimation, les hypoxies et notamment l'HTAP et les augmentations de pression qui réouvrent le shunt.
l'intubation, effectivement, avec la ventilation mécanique, ça augmente les pressions intrathoraciques et donc ça peut réouvrir les shunts. Donc ça, on en a parlé. Et puis, le trajet peut être tunnelisé, la fermeture peut ne pas être si facile. Et on peut mettre... Alors, ça rien... Enfin, non, ça, enfin, c'est indépendant. C'est-à-dire que ouais, les apnées du sommeil, a priori, enfin, c'est une entité différente. Ouais. Du coup, c'est favorisé par la position ouais, assise. Pas toujours, hein, des fois, c'est quand il se tourne sur un côté. Voilà pour mon premier cas. Alors, on m'a demandé de parler un peu de ta vie. Et du coup, pareil, je vais vous montrer des cas un peu difficiles de ta vie. Parce que ta vie simple, il n'y a pas grand-chose à dire, tout va bien. Donc, on a une dame d'un certain âge, qui a 92 ans, qui est plutôt bien au plan cognitif, qui a vu le gériatre, etc., qui est assez autonome chez elle, qui commence à être dyspnéique stade 3, la NYHA, avec des critères concordants pour un rétrécissement aortique calcifié serré. Elle a un diamètre de l'anneau à 25,8. Sa valve est tricuspide. Les axes fémoraux sont compatibles. Et donc, on décide de lui implanter une valve TAVI Evolut 29. Alors, sur la orthographie, il y a plusieurs choses qu'il faut noter. La première, c'est qu'on a une calcification massive de la valve aortique, qui est voilà, franchement massive. Les artères coronaires sont suffisamment hautes. On les avait mesurées au scanner. Et puis, pas de fuite aortique du tout. Et l'aorte un peu horizontale. Ouais, bon. Ouais. Donc, ouais, alors quand on mesure au scanner et à l'écho, c'est quand même différent. Hein. C'est-à-dire qu'on 25 pour une femme, effectivement, c'est plutôt grand, mais ce n'est pas du tout les 25 que vous avez à l'écho. En général, il y a 2-3 mm d'écart. C'est dû au fait que l'anneau est un peu ovale et que le diamètre que vous avez en mesure d'écho antéro-postérieur, c'est le petit diamètre. Et donc souvent, il y a 3 mm d'écart. 3, 4. Alors à l'ETO 3D, on arrive à avoir la circonférence, mais enfin, la mesure de l'anneau et le choix de la taille de la prothèse, c'est vraiment au scanner et il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment beaucoup plus précis. Donc on fait une prédilatation, on implante la prothèse et on se retrouve avec une fuite. Alors c'est la classification de Sellers là, pour estimer la fuite. Mais la fuite prend d'emblée tout le VG et d'emblée à peu près de la même densité que l'aorte. Voilà, à quelque chose près. Donc c'est un grade 3. Donc grade 3, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et on est, voilà, vu les calcifications, même si on a fait une prédilatation, c'est probablement que, en général, on ne réfléchit pas à ce stade-là. Alors quand il y a des calcifications, il y a un risque de rupture d'anneau qui est majoré, surtout à 92 ans. Les tissus sont plus fragiles. Mais ces conditions-là de diagrade 3 immédiatement dans les suites d'un rétrécissement aortique très serré, c'est super mal toléré et c'est sûr qu'elle fait l'OAP le soir même si on n'essaye pas de la corriger. Alors on ne fait pas de TO per procédure. Ouais. 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 Alors l'autre valve, ça justifie avec la jupette, éventuellement une Edwards, si la valve est pas bien positionnée en hauteur, en tout cas en première intention. C'est notre attitude. Hein. Après, enfin, on peut tout discuter. Là, faire une ETO pour voir la circonférence,
elle est d'emblée sévère et que le Théo ne va pas nous dire grand-chose de plus que de faire une post-dilatation. Mettre un plug en première intention, bon, c'est sur une valve qui est pas forcément bien expandue. Enfin, voilà, la première intention, c'est post-dilatation. Ouais, les calcifications gênent, mais on va voir justement. Alors, on va voir, parce que du coup, je déroule mon cas clinique. Oui, du coup, là, c'est la post-dilatation. Donc là, il y a un ballon. Alors, il n'est pas très bien rempli de contraste, mais quand même, on devine. On fait la post-dilatation sous stimulation rapide. Ah, je sais pas ça. Ouais, un tout petit peu. C'est-à-dire qu'on regarde le plan de l'anneau et le plan de la valve. Effectivement, elle a l'air d'être un peu plus haut là que là. Mais c'est 2-3 mm. Du coup, il n'y a pas de... Normalement, il n'y a pas d'impact. Et puis, on n'a pas non plus beaucoup de mécanismes de correction de ce truc-là, une fois qu'elle est positionnée. Et c'est vrai que ça arrive beaucoup avec les corps valves chez qui, en fait, il y a le plan de l'anneau qui peut être verticale et ensuite l'aorte qui redevient horizontale. Parce que la corvalve, elle va se positionner dans l'axe de la partie haute, puisque c'est la cage haute qui va axer la valve. Et du coup, si ça, c'est pas dans la continuité du plan de l'anneau, bah, on aura l'impression qu'elle est désaxée par rapport à l'anneau. Ouais, c'est anneau vertical avec aorte qui n'est pas complètement horizontale, qui remonte vite. Et puis elle a un sinus antéro-gauche qui est un peu plus développé que l'autre. Donc voilà la post-dilatation. C'est un peu mieux. Il y a quand même un reflux qui est significatif dans le ventricule gauche. Alors le grade 2, c'est densité moindre que l'aorte. Du coup, ça, on a. Et qui prend la totalité du ventricule gauche. Du coup, si on est après chaque procédure, on a toujours envie que ce soit mieux que ce qui est. C'est comme à Roland-Garros, on voit toujours les balles fautes quand elles sont bonnes, quand c'est pour nous. Mais bon, on va dire que c'est un grade 2 et 2, voilà, 2 un peu faible, on le dit, parce qu'on est malhonnête comme on est cathétériseur. C'est normal. Donc un grade 2, on va dire. On a fait la post-dilatation. Et là, voilà, on décide d'arrêter là, de ne pas retenter une post-dilatation pour ne pas chercher les ennuis. Et puis, il y a aussi une possibilité que la valve, dans les 24 premières heures, c'est du nitinol qui se réchauffe, qui se positionne, que la fuite s'améliore un peu. Donc on arrête là la procédure. Et ça se passe finalement pas si mal que ça. L'écho dit c'est une fuite grade 2, mais c'est pas, voilà, pas plus. Elle sort au 5e jour. On lui met du Lasix. Elle a 92 ans, donc c'est aussi. Et puis malheureusement, elle tient un mois chez elle et elle refait une décompensation cardiaque à J30. Là, on lui fait l'écho et le TO. Et effectivement, on a une insuffisance aortique. Alors, je ne suis pas échographiste, mais parmi les critères importants de l'évaluation des fuites aortiques post-TAVI, c'est l'existence d'une zone de convergence. À partir du moment où il y a une zone de convergence, c'est quand même embêtant. Et puis, l'existence d'une fuite radiaire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une fuite radiaire qui, du coup, est assez importante, puisqu'elle fait pas loin d'un tiers de la circonférence. Alors, on compte en minutes, on a largement plus que les 15-20 minutes de fuites qui sont significatives. Alors, l'évaluation des fuites aortiques post-TAVI est extrêmement complexe. Donc déjà, les Français, la nomenclature européenne, c'est plutôt 4 grades. La nomenclature américaine, c'est 3 grades.
Donc le grade 2, on ne sait pas trop où il est quand on parle des études américaines. Et puis, on ne voit pas grand-chose. Pour simplifier la situation, il y a Pibaro qui a proposé, donc c'est un échographiste qui fait le corlab de toutes les études de ta vie, qui a proposé 5 grades, même 6, puisqu'il y a le grade 0. Et ce qu'il faut vraiment rechercher, c'est l'existence d'une zone de convergence. Donc à partir du moment où il y a une zone de convergence, on passe sur le grade 2 qu'il faut probablement corriger. Là, je suis embêté pour vous dire ce qu'il y a écrit. C'est la présence d'une certaine densité de jet le long de la prothèse, la présence du coup d'une surface comme ici de plus que 30% d'extension radiaire, la présence d'une zone de convergence et un jet avec une certaine vélocité. Et donc à partir de là, ça devient un grade 2, ce qu'on appelle moderate en anglais. Donc c'est son grade 3 à lui sur 5. Et ça, c'est les études initiales qui nous ont appris justement à corriger au maximum les fuites, les insuffisances aortiques. Ça, c'est la mortalité. Et à partir du moment où on a des fuites qui sont mild to sévères, du coup grade 2 à 3, ou même grade 2, il y a une mortalité qui est plus importante. Donc effectivement, il faut essayer de combattre les fuites grade 2. Il y a un autre élément important qui est s'il existe ou non une fuite aortique préexistante. S'il existe une fuite aortique grade 2 préexistante, du coup, on peut tolérer une fuite grade 2 post-TAVI, parce que le VG s'est habitué, a pris suffisamment de volume et est plus distendu. Alors que s'il n'y a pas de fuite préexistante, il y a les mêmes, on retrouve ce qu'on avait trouvé, c'est-à-dire une surmortalité. Les mécanismes des fuites, du coup, en post-TAVI, elles ont plusieurs incidences, enfin plusieurs origines. La plus fréquente, c'est l'existence d'un nodule calcaire qui empêche la position de la valve sur l'anneau. Après, on peut avoir des valves trop basses, des valves trop hautes. Alors en général, ça c'est assez rare parce que quand elles sont trop hautes, elles ont tendance à sauter, elles ne restent pas en place sur l'anneau. Et puis aussi un sous-dimensionnement et aussi les fuites du coup plus intraprothétiques qui peuvent être des dysfonctionnements de la prothèse elle-même. Le principe de la hauteur, c'est qu'on a une jupette d'étanchéité qui fait de l'ordre de 10 à 12 mm en fonction des tailles, et que à partir du moment où cette jupette n'est pas sur l'anneau, eh bien, il y a une fuite qui peut se créer, avec une visualisation qui est tout à fait spécifique en écho. C'est que d'une part, la valve apparaît basse, et que d'autre part, la zone de convergence prend naissance en intraprothétique et passe secondairement en extraprothétique. Du coup, le flux passe au travers du grillage qui est ouvragé et donc passe sur le. Et donc, c'est une signature échographique qui est assez typique. Donc, on lui a fait un scanner post-implantation pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et effectivement, on a ici ces nodules calcaires qui sont très importants et on comprend tout de suite que à partir du moment où il y a un rocher, bah, le feuillet et la jupette ne peuvent pas s'étendre. Alors, qu'est-ce que vous feriez là, du coup? Une post-dilatation, un valve-in-valve, une chirurgie, 92 ans, ou un plug. Alors, valve-in-valve, on peut espérer, en fait, entre la corps-valve qui n'a pas de jupette il y a deux types de mécanismes d'étanchéité. Le mécanisme qui est indispensable, c'est l'existence de cette jupette-là. Et puis, le deuxième mécanisme sur les Edwards,
qui existe aussi maintenant sur la nouvelle espèce de petit boudin qui peut se remplir de sang et qui peut effectivement faire une certaine, ça fait comme un canot pneumatique, là, ça fait un petit boudin le long le long de l'anneau et donc diminuer les fuites. Donc ça peut être proposé si la valve est suffisamment haute. Là, le problème, c'est que la valve était à une hauteur normale et que le boudin peut pas se mettre il peut pas se déployer au niveau de la prothèse, hein, puisqu'il sera contraint entre la première et la deuxième prothèse. Si on le met plus bas, il risque de ne pas faire son office parce qu'il sera franchement bas dans la chambre de chasse et donc il n'y aura pas l'étanchéité. Et donc ce qu'on a choisi de faire, c'est effectivement de mettre un plug et même 2 plugs, hein, puisque sur l'échographie, en fait, je peux vous la remontrer. C'est à la fois assez large. C'est pas grave. C'est à la fois assez large et à la fois on a l'impression qu'il y a 2 orifices et que ça c'est la zone de calcification qui empêche la position et les 2 orifices sont de part et d'autre. Donc on essaye de cathétériser les 2 orifices. Donc le premier, alors dans l'idéal on aime bien mettre les 2 en même temps pour pas en décrocher un pendant qu'on essaye de cathétériser l'autre. Donc alors là, c'est des plugs vasculaires AVP4, peu importe. Ces plugs-là, chez Abbott, ont l'avantage de passer en 4F. Et du coup, on a besoin de mettre juste un tout petit cathéter 4F qui passe beaucoup plus facilement. Ils ont 2 marqueurs de chaque côté. Et c'est des petits boudins en nitinol qui peuvent se ratatiner de part et d'autre. Donc on en déploie un là, et là le deuxième. Donc c'est guidé par écho. On visualise bien tout. On les tient toujours, hein, c'est comme les prothèses de FOP, donc ils sont toujours avec une tige et un mécanisme vissé. Donc tant qu'ils sont vissés, on peut les récupérer facilement. L'écho contrôle le fonctionnement. Alors ils ont aussi la particularité, contrairement aux prothèses de FOP ou de CIA, ils n'ont pas de membrane à l'intérieur. Donc c'est le tressage en nitinol qui fait l'étanchéité. Et on compte sur la nature et la fibrose et les dépôts de fibrine sur la prothèse pour valider l'étanchéité. Donc là, on voit que ça passe un peu au travers du plug. Donc là, le plug est positionné ici. On attend un petit peu. Et en fait, très vite, là, on a les 2 plugs qui sont ici avec un cône d'ombre là. Le deuxième ici, le rocher, on ne le voit plus. Et donc, il y a juste un tout petit point de fuite qui passe au-dessus. Donc, on est plutôt satisfait du résultat. Ouais, alors, en fait, ces plugs-là vont jusqu'à 8 mm. Et souvent, les fuites de TAVI, ça fait moins que 8 mm. Et on préfère prendre le plus gros par défaut, en se disant que de toute façon, ils vont se conformer au maximum. Et au-dessus de 8 mm, on est obligé de passer sur un autre modèle de plug. Et du coup, 5 French, et du coup, plus de difficultés à franchir. Mais voilà, du coup, c'est 8 mm sans trop réfléchir. En s'assurant quand même en ETO que le diamètre du jet est moins que 8 mm. Hein, et en général, c'est 4-5, quoi, ce type de fuite. Alors, on est souvent un peu déçu sur l'angio, mais quand même, là, du coup, franchement, il y a un reflux persistant, donc le contraste continue de passer au travers du plug. Mais là, on est passé franchement grade 1, hein, c'est-à-dire que le contraste ne pacifie pas complètement le VG. Donc voilà comment on peut gérer des fuites de TAVI, donc qui est un phénomène qu'on voit quand même de moins en moins parce que les prothèses se sont améliorées. Maintenant, les corvalves ont aussi une jupette, mais qui ne fait pas boudin, mais qui est censée réduire un peu. C'est moins de 2%
de fuite qui nécessitent d'être corrigées, mais quand même, voilà, à partir du moment où on les voit, il faut absolument les corriger. Là, c'est une prothèse Evolute Air, du coup, Medtronic Core Valve, hein, c'est l'évolution de la Core Valve. Et les prothèses de fermeture, c'est les plugs AVP4, Abbott. C'est des plugs vasculaires, en fait, qui sont utilisés pour boucher les artères. Alors, pour les désinsertions de valves, c'est la même famille qu'on utilise, mais ceux-là, souvent, sont trop petits, en fait. On a souvent sur les désinsertions de valves, on a besoin de mettre, c'est plutôt 14 mm. Des fois, on met 2 plugs de 14 mm, donc c'est 30 mm de désinsertion en croissant. Donc là, c'est 8 et 8 avec pas beaucoup de force. Donc sur un trou de 8, sur un orifice simple, ils peuvent ne pas tenir. OK. Troisième cas. Donc je vais vous montrer un cas de TAVI valve-in-valve. Donc il nous a posé beaucoup de problèmes. Donc là encore, on est sur une patiente à très haut risque, voire risque rédhibitoire. Elle a 84 ans. Elle a eu en 2007 une valve chirurgicale Mitroflow, 23 mm. En 2012, dégénérescence de la bioprothèse réopérée avec une Mitroflow 2021, lymphome B, asthme, insuffisance, machin, automédication de corticoïdes à cause de son asthme. Quand ça allait pas, elle prenait plein de corticoïdes. Du coup, quand on faisait ce que la masse de corticoïdes qu'elle a pris, c'était assez important. Elle a une insuffisance corticotrope, du coup, substituée à cause de ça. Une insuffisance rénale chronique, ostéoporose, FA, surcharge pondérale. Elle se déplace avec un déambulateur. Et là aussi, elle a un très bon état cognitif, bien entourée avec sa fille. Et donc, elle revient pour une dyspnée stade 3 depuis 2 mois. Et effectivement, on retrouve la dégénérescence de la bioprothèse. Il y a un gradient moyen qui est très élevé, 50 mm, une insuffisance aortique grade 2, une insuffisance mitrale grade 2, une fraction d'éjection à 55%, une PAP élevée, pas de lésion coronaire. Elle a un Neuroscore 1 à 38%, un Neuroscore 2 à 9,8%, un STS à 6,1%. Donc, bon, on n'avait pas besoin de calculer les scores pour dire qu'on n'avait pas très envie de la réopérer une 3e fois. Et donc, on la propose pour un TAVI valve-in-valve. Sauf que il y a quelques problèmes. Le scanner n'est pas de très bonne qualité, mais on a l'armature de la bioprothèse. Alors la Mitroflow, elle est un peu, elle n'est pas toute droite, elle est un peu en 8. Elle n'est pas sur un planaire. Donc des fois, on a c'est un peu plus difficile. Et ici, on n'est même pas au ras de la bioprothèse, qu'il y a déjà le tronc commun qui naît sur des sinus qui sont très petits. Et donc, vous imaginez que si on met un TAVI ici, le feuillet de la Mitroflow, qui en plus a la particularité d'avoir des feuillets qui sont cousus à l'extérieur de l'armature, ce qui était un argument commercial pour dire que l'hémodynamique de ces prothèses était meilleure, puisque c'était cousu à l'extérieur. Et du coup, les chirurgiens la mettaient volontiers sur les petits anneaux. Et là, pourquoi on en arrive là avec l'artère coronaire qui naît comme ça au ras? C'est que la deuxième ruse pour les chirurgiens, pour améliorer l'hémodynamique, c'était de les coudre en supra-annulaire. Et du coup, on se rapproche du tronc commun. Donc, mécaniquement, si on met un TAVI ici, on va fermer le tronc commun, séquestration, et ça ne va pas aller. Le deuxième problème, alors les axes sont bons. Ouais, les axes sont bons, et ça, c'est l'orthographie pour vous montrer que c'est même pire que ce qu'on imaginait au scanner, parce que comme on se disait, le scanner n'est pas de bonne qualité, c'est pas possible que ce soit aussi bas. Mais là, l'anneau commence déjà à mordre sur le bas du tronc commun. Donc si on fait le tour
objectif de la situation, on a une application qui nous recommande le type de valve à proposer en fonction du type de bioprothèse. C'est Apple Store, hein, c'est Valve in Valve. Tout le monde y a accès. Sur Mitroflow 21, il nous dit que ce n'est pas recommandé de faire un TAVI parce que l'anneau est trop petit et qu'on n'aura pas de bons résultats. La naissance du tronc commun, elle est à 2 mm en étant gentille. En fait, elle est plutôt à 0, c'est une contre-indication. Alors, on a la hauteur du sinus aussi qu'on doit mesurer pour le scanner. Il faut que ce soit à plus que 15 pour être à l'aise. Là, il est à 5 mm. Le diamètre du sinus, il doit être à plus que 23 si on veut mettre une prothèse de corps valve de 23. Là, il est à 20. Et là, ce qu'on mesure maintenant, on fait des simulations de valves et on mesure la VTC, c'est valve to coronary, c'est-à-dire qu'on met notre valve et puis on regarde la distance qui reste. Et il faut qu'on ait plus que 4 pour être à l'aise dans les situations un peu douteuses. Là, on est à 0. Et puis aussi, pour éviter la séquestration du sinus, c'est-à-dire que le sinus de Valsalva peut être assez large, mais la jonction sinotubulaire basse, c'est ce qu'elle avait. Quand c'est à moins que 15 mm, on calcule la simulation de la valve au sinus. Si le sinus est un peu large, ça peut aller. Et il faut qu'il y ait plus que 2 mm. Et là, on est à valve to sinus 0. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en plus, la Mitroflow, 7 contre-indications pour mettre en place le TAVI. Donc dans ces cas-là, on resoumet le cas au chirurgien en se disant là, bon, le chirurgien il dit non. Donc qu'est-ce que vous feriez? Alors on a décidé de faire quand même le TAVI puisqu'elle était à très haut risque en faisant la technique de la cheminée qui est en fait de mettre un stent dans le tronc commun qui va un peu au-dessus, hein, c'est les prothèses aortiques, etc. Pour les rénales, c'est un peu la même technique qui va au-dessus et qui permet de tenir la nouvelle valve et le feuillet de la bioprothèse un peu à distance et qui empêche justement d'avoir la séquestration du sinus. On décide de mettre une implantation plutôt basse pour ne pas mettre la jupette ce coup-ci de la valve, de la corps-valve sur le tronc commun, parce que là, on est toujours embêté. Une corps-valve 23, anesthésie locale plus sédation. Et puis ensuite, en standard, on utilise l'artère radiale pour mettre la cheminée. Donc voilà comment ça se passe. On commence par cathétériser le tronc commun. On met un guide dans l'artère qu'on peut, la plus grosse, la plus dans l'axe. Là, c'était de la CX, peu importe. Et on commence à déployer la prothèse. Donc à partir de là, donc plutôt un peu basse. Donc on est plutôt autour de 10 mm. On a le stent dans le tronc commun qui est un peu avancé et qui déborde largement dans l'aorte, mais on s'en fiche. Au contraire, hein, ça fera beaucoup plus de force. On déploie la prothèse jusqu'à ce moment-là, jusqu'aux 2/3. Donc là, les feuillets de la bioprothèse du TAVI sont fonctionnels et donc l'hémodynamique est bonne. On déploie le stent et on largue définitivement la prothèse. Alors, bon, on le fait avec le ballon gonflé. Donc la prothèse, elle est auto-expansive en nitinol. Hein. On garde le ballon gonflé au moment où on lâche la prothèse et ensuite on dégonfle le ballon, bien sûr. Et voilà le résultat. On est plutôt très content, hein, vu la situation de la patiente. Il y a une petite fuite aortique, là encore, mais plutôt grade 1. La prothèse est basse comme on avait voulu le mettre. Le tronc commun est bien large avec la cheminée qui fait que le passage est préservé. Et donc, on est plutôt content. Alors, les suites sont un peu décevantes, puisque donc c'était un lundi, mardi, mercredi, elle refait des OAP avec nécessité de ventilation non invasive. Et l'échographiste dit que c'est une fuite qui est grade 3, ce qui n'est pas du tout ce qu'on avait sur l'angiographie. On fait le TO et là, on a une fuite qui est effectivement massive,
qui fait toute la circonférence, avec néanmoins la zone de convergence qui naît au-dessus qui naît en intravalve. Donc ça fuit des deux côtés, hein, ça fait vraiment le tour, c'est vraiment moche. Alors, qu'est-ce que vous imaginez comme mécanisme de la fuite aortique? Trop basse, mauvaise expansion de la valve du fait du stent du tronc commun. Hein, c'était le but, c'était justement qu'elle ne séquestre pas le sinus. On peut imaginer aussi que le stent qui était vraiment très bas, parce que des cheminées, on en fait beaucoup, mais c'est jamais aussi bas. Hein, c'est-à-dire que là, c'est vraiment à la naissance de la bioprothèse, et peut-être que le stent agit comme pour le patient précédent, comme une calcification, et empêche la valve de se positionner. Il y avait un autre mécanisme qu'on a imaginé, qui est si les feuillets de la mitroflow sont endommagés, en fait, le stent est grillagé et donc la fuite peut se faire complètement, comme on est vraiment au ras de la bioprothèse, ça peut fuir, ce qu'on avait imaginé. Et position trop basse de la corvalve, alors c'est possible aussi, avec néanmoins le flux qui restait quand même toujours extra-valvulaire, alors qu'on n'a pas cette zone de convergence entrée-sortie. Donc on lui a fait un scanner, et donc je vous ai fait les coupes serrées avec le stent. Donc on voit très bien le stent. Là, on est un peu au-dessus, hein, je pense. On voit très bien le stent qui fait bien son rôle, qui empêche la séquestration du sinus. Et puis plus on descend, et effectivement, à aucun moment la valve, même au niveau du tronc commun, n'est bien apposée. Donc on a l'impression que ça agit comme une calcification. Donc mercredi, jeudi, on se dit on attend quand même vendredi parce qu'il y a aussi un mécanisme qui se fait, c'est l'expansion de la bioprothèse. Et que là, on n'est plus sur un modèle classique, on est sur l'expansion de la bioprothèse qui lutte contre un stent. Donc en général, c'est plutôt le TAVI qui a tendance à pousser plus fort qu'un petit stent coronaire. Donc on se laisse le temps. Et vendredi, elle a refait un épisode de VNI le jeudi. Le vendredi, on dit, bon allez, lundi, on la reprend. Et puis en fonction de tous les éléments qu'on a dit, on refait le TO. Et puis on met... on se fixe un plan. Alors le plan A, on attend une expansion de la valve, ça on l'avait déjà fait, et ça c'était pas très difficile. Plan B, on peut faire une post-dilatation, sauf que avec la post-dilatation, on peut écraser le stent du tronc commun. Donc on avait vu sur le scanner qu'il y avait une possibilité de recatétériser le tronc commun, mettre un ballon en protection et d'essayer de faire au mieux avec le ballon en stand-by, en sachant que c'était pas forcément facile. Le plan C, mettre un plug, comme on avait fait de part et d'autre, voilà, du tronc commun, sans le boucher. Le plan D, qui était logique si on imaginait que la fuite se faisait au travers du stent, de mettre un stent couvert pour protéger la fuite. Alors peut-être que plan C et plan D pouvaient être reliés en fonction de... Enfin, on pouvait faire les deux en même temps. Le samedi, j'appelle, il dit non, plutôt pas mal. Dimanche, plutôt pas mal. On dit, bon, de toute façon, on a dit lundi matin à 8h au bloc, sonde de Théo. Et là, le miracle fait que la fuite a disparu. Donc on a bien là le stent qui est ici, hein, qui est un peu écrasé. Alors voilà, c'est ce qu'on a imaginé en fait. Hein. C'est que finalement, la valve a fini par trouver, une semaine après, a fini par trouver sa place et se positionner toute seule, ce qui conforte notre mécanisme que c'était le stent qui l'empêchait de se bloquer. Et on voyait bien le stent et le passage du tronc commun. Donc c'était plutôt une happy end. Et la dame a revécu, ça c'était genre 2016 ou un truc comme ça, 2017. Elle a continué de vivre 3-4 ans, elle a fini par décéder quand même.
Et on lui a fait, parce qu'elle avait une FA chronique avec du coup des hémorragies digestives à répétition. Et au 3e mois, on lui a fermé l'auricule et tout. Alors, elle était sous anticoagulant, qu'on a été obligé d'arrêter sur les hémorragies à répétition. Et donc, on lui a mis... Alors, la protection des artères coronaires, donc initialement, c'était une contre-indication, hein, dès qu'il y avait un des 4 ou 5 critères pour faire une contre-indication au TAVI. Finalement, on a beaucoup progressé. On peut faire du coup un stenting simultané avec ce risque-là qui est quand même exceptionnel. Hein, je vous ai montré un cas exceptionnel. Il y avait une expansion. On a une autre technique pour protéger les artères coronaires qui est le basilica ou le shortcut. Je vais vous montrer ça. Alors ça, c'est le scanner, la reconstruction du scanner qu'on a fait à partir du scanner post-implantation. Donc on voit bien le stent du tronc commun, enfin on voit le stent du tronc commun, l'anneau de la bioprothèse et puis la cage et donc effectivement le trajet qui est préservé du tronc commun. Alors qu'est-ce que c'est que le basilica ou le shortcut? Le principe, c'est de se dire que c'est les feuillets de la bioprothèse qui vont venir obstruer le tronc commun. Et donc, si on arrive à couper le feuillet en face du tronc commun, au moment où on va mettre la nouvelle prothèse, le feuillet va s'ouvrir et s'écarter comme un rideau ouvert et laisser l'accès au tronc commun. Alors, le basilica, c'est du coup la technique, alors je ne sais plus ce que ça veut dire les acronymes, mais en fait, c'est la technique artisanale. On pique avec un guide de CTO coronaire très rigide, éventuellement en s'aidant d'un bistouri électrique à l'extérieur. On pique la base, on récupère le guide au lasso en passant par l'orifice et on se retrouve avec une boucle qu'on peut externaliser. On met les 2 cathéters, alors des micro-cathéters, etc., dans le but d'isoler les fils électriques. Et on a le fil à couper le beurre qu'on électrise et on tire. Et hop, ça coupe le feuillet. Bon, c'est un peu lourd à faire. Et du coup, cet outil-là est en train d'avoir l'approbation FDA. Là, on a fait quelques cas comme ça. Donc, c'est un espèce de ciseau orientable dans toutes les directions. On se met à la base du tronc commun, au milieu du feuillet. On déploie une lame et on a juste à tirer. C'est beaucoup plus facile. Ça a un intérêt, alors, pour ce type de cas, ça a aussi un intérêt dans ce qu'on appelle le long life management, puisqu'on fait des TAVI chez les patients à plus en plus bas risque. Et le problème du TAVI, c'est que on se retrouve assez, si on fait un TAVI, une TAVI, les feuillets du TAVI se retrouvent pris entre 2 cages et donc deviennent vraiment étanches, beaucoup plus étanches que sur les bioprothèses. Et si on veut y retourner 2 fois ou 3 fois, il faut absolument qu'on se préserve l'accès aux artères coronaires. Est-ce que vous avez des questions sur ça? On continue? Il reste une demi-heure, hein, j'ai encore plein de cas. Pour ce cas? Ouais. En fait, ouais, je pense que ce qu'on avait décidé de faire, hein, c'était plan A, plan B, plan C. Donc, c'était dans l'ordre. Hein. Du coup, essayer de cathétériser le stent du coup, qui bâillait, mais on avait vu qu'il y avait une grosse maille en face de l'orifice et que ça semblait jouable d'essayer de le cathétériser, de protéger avec un ballon pour éviter que le stent soit complètement collabé par la postdilatation. Ce qu'on voulait, c'était laisser un peu la place à chacun. Vous avez vu sur l'image que le trajet du tronc commun était bien large, bien gros, et qu'on pouvait le réduire un petit peu sans trop d'inquiétude. Et du coup, faire une sorte de kissing, hein, donc ballon sur la valve, ballon sur le stent, voilà, en même temps. Si ça ne marchait pas, c'était plutôt le plug
2 plugs de chaque côté du stent, en se disant que les plugs n'auraient pas beaucoup de force pour... et puis, si ça continuait, mettre un stent couvert. Mais c'était une situation très inconfortable, hein, on est d'accord. Alors, là, en général, on prend 24 mm de long, en se disant qu'il y a 12 dans le tronc commun, 12 dans l'aorte, à peu près. Hein. Là, je pense que c'était plus un 28, 14, 14. Et on prend des stents un peu solides. Donc là, maintenant, ce qu'on utilise, c'est les Mégatrons de Boston Scientific, là, qui ont un peu plus d'épaisseur. Les Xience aussi sont bien solides. Ça nous est arrivé de mettre un stent in stent aussi, parce que dans des situations, le stent se retrouvait tout le temps un peu écrasé par la bioprothèse, et donc on voulait renforcer l'armature du stent. Et donc on mettait 2 couches de stent. On a mis une fois 2 couches de stent, et ça a bien marché. Ouais. Non, c'était 25 de moyen, 43 de max. Ouais. Ouais, non. Ouais, ouais. Ouais. Les valvuloplasties sur les bioprothèses, ça ne marche pas très bien. Les mitroflots, quand elles dégénèrent, surtout avec une IA, sont des feuillets très fragiles. Donc on a eu des patients qui ont rompu une cusp entre le vendredi et le lundi sur une IA et qui sont morts le week-end alors qu'on avait prévu le TAVI. Après, c'est une décision philosophique, hein, c'est-à-dire que là, Disney Stade 3, avec les paramètres qu'elle a, elle est morte dans 2 mois. Quoi. Il n'y a pas de, il y a, enfin, il y a pas de surprise. Donc, dans ces cas-là, bon, après, c'est philosophique. Hein. Est-ce qu'on décide de prendre un risque pour lui permettre de vivre un peu plus et un peu mieux, ou est-ce qu'on la laisse mourir? Bon, c'est pas choquant de la laisser, voilà, de se dire on est au-delà des limites. Mais du coup, c'est vrai que ça nous permet aussi de progresser beaucoup. C'est-à-dire que, outre les 2, 3 ans, 4 ans qu'on peut lui donner en plus avec sa fille, etc., qui est, je pense, humainement assez... qu'on peut se permettre de faire, le fait d'avoir des patients sur lesquels on repousse un peu nos limites, on sort de notre zone de confort, nous, en tant qu'interventionnels, voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Et voilà, maintenant, les cheminées ont fait ça. Enfin, c'est plus des procédures exceptionnelles, quoi. Mm. Ouais. Mm, mm. Le TO systématique, enfin, ouais. En fait, on est sur une procédure sous anesthésie locale, simplifiée, et on fait tout notre avis depuis 10 ans sous anesthésie locale. Le fait ça nous est déjà arrivé hein, de convertir en anesthésie, parce que du coup, à partir du moment où on fait le TO, on passe en anesthésie générale, au milieu d'une procédure, avec le gros désilet en place, l'anesthésie sous le champ. On peut le faire. C'est une lourdeur supplémentaire.
Et le TO ne nous prédit pas l'avenir. C'est-à-dire que l'expansion de la valve, qui est quand même un élément inté, mais des fois, on a laissé des trucs avec le TO, on se disait, bon, ça va peut-être... Et puis ça régresse. Et du coup, le TO a servi à rien. Mais c'est en tout cas une option qu'on se laisse. Hein. C'est-à-dire qu'on est capable de le faire. En pratique, c'est un peu plus compliqué. Hein. On a notre programme. On n'a pas l'échographiste sur place, on a la machine d'écho sur place. Quand on a un doute, on fait une ETT, ce qui est déjà pas mal hein, pour l'évaluation de la fuite. Nous-mêmes, hein, donc une ETT pas très experte, on va dire. Mais bon, quand même. Après, mettre le TO, appeler l'échographiste de TO, qui souvent a du mal à répondre parce que toutes ces évaluations de fuite, il y a une petite part de subjectivité. Hein. Tu ne peux pas dire elle y est pas, on redonne un coup de ballon. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on a qu'on a en tête. Je pense que l'année dernière, on a fait 400 avis, 0 ETO. Oui, oui. On rajoute un angiocyle ou un fémocyle. Si ça saigne toujours, on met un stent couvert. Enfin, si ça saigne beaucoup. Si ça saigne toujours un peu, on a un mécanisme de fermeture qui s'appelle le félocyle. Donc c'est le félo qui comprime. Et si ça marche toujours pas, on met un stent couvert. Non, alors jamais. Enfin, c'est exceptionnel, quoi. C'est exceptionnel qu'on a besoin d'appeler le chirurgien. On s'en sort toujours avec des stents couverts. Si on a besoin de dilater les coronaires après, on y arrive toujours. Hein. C'est-à-dire qu'il y a la maille, il y a des techniques, des cathéters différents. On peut utiliser des extensions de cathéter. On y arrive toujours. C'est plus compliqué. Hein. Quand on a une dilate coronaire chez un patient qui a déjà une corvalve, on n'est pas... Sans la léser, oui, oui. Voilà, on dilate avant les coronaires. Alors ça se discute beaucoup parce qu'il y a des études randomisées parce qu'ils ont tous une coro, où on a randomisé traitement médical pour les coronaires, sauf si on gore, mais avec le RAC, on ne sait jamais. Et finalement, il n'y a pas de bénéfice à dilater les coronaires avant. Alors quand même, quand c'est des sténoses de l'IVA très serrées, accessibles, on préfère le faire avant. Mais ce n'est pas forcément des dilatations faciles, hein, parce qu'il y a la sténose aortique derrière, les patients n'ont pas forcément beaucoup de réserve. Il faut que ce soit, ils ont 85, 90 ans, donc il faut que voilà, faut vraiment que ce soit très serré, très proximal, très menaçant pour qu'on... Alors, un autre cas de polyvalvulopathie. En fait, c'est un patient de 72 ans qui a eu une radiothérapie pour Hodgkin dans l'enfance. Il a une peau qui est un peu atteinte. Il est dyspnéique et il est référé pour une insuffisance mitrale importante. Alors vous savez que maintenant on a le marquage CE pour ce qu'on appelle la Tandine, qui est une valve dédiée percutanée mitrale qu'on met par voie apicale. Donc elle a un petit tendon. Et tout le process passe par la validation du laboratoire, etc. Donc c'est un peu... on ne peut pas le faire en routine comme on fait le TAVI. Alors, voilà son échographie. Alors, il a une fraction d'éjection qui est très altérée, 36%, un volume télédiastolique qui est très augmenté, hein, c'était 70, alors c'est écrit en tout petit là, mais du coup, un volume indexé qui était autour de 170, je crois.
crois, millilitres par mètre carré, donc vraiment une dilatation du VG. Une valve mitrale qui est vraiment moche, et donc avec un mécanisme au moins mixte, hein, c'est-à-dire qu'il y a une altération du tissu par la radiothérapie, des calcifications, une SOR qui est très élevée sur la mitrale. Sur la tricuspide, il y a une insuffisance tricuspide aussi qui est sévère. Et les paramètres écrits, ouf, je les ai notés. Donc fraction d'éjection 36%, volume du VG indexé 156 millilitres par mètre carré, donc énorme. Il y a une sténose aortique, du coup de mécanisme pareil. Hein, on a deviné les valves qui étaient épaissies et probablement post-radiques, au moins, avec néanmoins les critères de sévérité qui ne sont pas atteints, puisqu'on a 3,5 mètres par seconde, un gradient moyen à 33, alors que le volume d'éjection indexé est à 39 millilitres par mètre carré, donc au-dessus de 35. La surface, on est toujours un peu pas à l'aise, mais 1,11 cm², donc plutôt pas très serré. La surface indexée, selon les critères, 0,6 moins que 0,6. Donc, quand même pas facile. La régurgitation mitrale avec une SOR à 0,45, un volume régurgitant à 54. L'IT sévère, la PAPS à 50. Et puis, du fait de son irradiation notamment, mais aussi de l'HTAP, de la dysfonction VG, du volume VG, de l'intervention à proposer en chirurgie qui comprend les 3 valves en fait, on est à 45% de morbidité, 7,5% de mortalité. Donc insuffisance mitrale, RA un peu limite, insuffisance mitrale sévère, insuffisance tricuspide sévère, dilatation du VG. On le passe au staff et le chirurgien sur les comorbidités dit j'en veux pas, c'est trop à risque. Alors qu'est-ce que vous proposeriez comme type d'intervention, en sachant que le chirurgien, la grosse différence avec la cardiologie structurelle et la chirurgie, c'est que nous, on peut faire l'un après l'autre. Les procédures ne sont pas forcément synergiques. C'est-à-dire qu'on peut faire TAVI et Tendyne par voie apicale dans le même temps, mais l'accès fémoral pour le TAVI est quand même pas fou. Et puis pareil pour le triclip. La valve mitrale étant épaissie avec une restriction diastolique, il n'est pas éligible au mitraclip. Donc on peut faire dans l'ordre qu'on veut. Ou on peut faire traitement médical. Ou on peut, ça nous arrive, mais du coup ça ne se passe pas très bien pour le patient, on viole un peu le chirurgien, on lui dit... Donc les chirurgiens, c'est facile à convaincre, on dit ça te fait peur? Ouais, c'est compliqué. Hein. Alors le problème de l'évaluation des valves mitrales, c'est que des polyvalvulopathies, c'est que c'est compliqué. C'est-à-dire que quand il y a une sténose aortique, en fait, on a tendance à surestimer la fuite mitrale parce qu'on augmente les pressions dans le VG et donc on augmente le volume mitral régurgité et du coup on surestime la fuite mitrale. Mais dans l'autre sens, c'est vrai aussi, c'est que quand on a une régurgitation mitrale, on diminue le débit transaortique, puisqu'il y a une partie qui repart dans la valve mitrale, et qu'on a souvent des low flow, low gradient, avec des sténoses aortiques très sévères. Et qu'on peut faire on peut utiliser le scanner, le score calcique, etc. Et que l'évolution de la valve aortique, en fait, ça commence par des altérations du ventricule gauche, puis c'est ici les altérations du ventricule gauche, ça commence à se répercuter sur la valve mitrale, donc c'est l'évolution sans autre anomalie, hein.
puis ça se répercute sur le ventricule droit et l'insuffisance tricuspide, et puis on arrive après aux HTAP, etc. Donc il y a ces 5 grades de retentissement de la sténose aortique qui fait que il faut considérer l'ensemble de la pathologie et les valvulopathies annexes au rétrécissement aortique comme pouvant éventuellement régresser ou en tout cas être causées par la valve aortique. Et que quand on a une fuite mitrale et qu'on fait un TAVI, eh bien, on a une régurgitation du grade de la régurgitation mitrale avec les grades sévères qui sont au moins divisés par 2. Et on gagne en moyenne un grade d'insuffisance mitrale. Oui. Et du coup, on a décidé de faire le TAVI, bien que les paramètres du RAC ne soient pas significatifs, mais sur ces bases-là, et aussi sur les bases que le labo pour la Tandine disait, en fait, on ne va pas faire les deux en même temps, parce que si la Tandine, en fait, il y a un tendon entre la pointe du VG et la valve mitrale, pour bien une espèce de fil, et que si le rétrécissement aortique modifie la structure du VG et diminue la taille du VG, le tendon ne va plus faire son effet et la valve risque de ne pas être bien positionnée. Et du coup, on nous a dit, vous faites le RAC et on refait une évaluation 2 mois après. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement, qui est plus difficile à faire en chirurgie. Et là après le TAVI, on a eu une surprise plutôt incroyable. Moi, je dois avouer que je n'y croyais pas du tout. C'est que toute la part fonctionnelle de l'insuffisance mitrale a régressé et on se retrouve avec une SOR à 0,2, donc un grade 2 d'insuffisance mitrale, alors que le patient était référé pour ça. Le volume a été divisé par 2. On est passé de 156 à 78, avec la fraction d'éjection qui s'est améliorée, 40 à 45%. Le patient qui est redevenu asymptomatique, et puis la fuite tricuspide, elle aussi, qui était sévère, a aussi régressé, grade 2. Donc finalement, en faisant le step-by-step approche, et en commençant par la valve aortique, on a réussi à inverser complètement la tendance et le cercle vicieux qui s'était créé, rétrécissement aortique, insuffisance mitrale. Ouais, c'était plutôt une bonne chose. Alors on était déçus parce qu'on avait quand même envie de faire une Tandine, mais bon. Et donc voilà le schéma qui est proposé par Rebecca Hahn dans le European Heart Journal. Du coup, chez les patients qui ont une sténose aortique avec une régurgitation mitrale et tricuspide, c'est de commencer par faire le TAVI. Alors là, ce n'était pas l'option, mais de refaire l'évaluation, d'éventuellement proposer le patient pour un MitraClip secondairement, refaire une réévaluation, et ensuite, dans un troisième temps, refaire une réévaluation pour éventuellement un clip tricuspide. Mais du coup, c'est vrai que la cardiologie interventionnelle nous autorise à faire laisser le patient récupérer du retentissement du rétrécissement aortique. Ouais, j'ai vu. Du coup, un petit cas. On a le temps de faire un petit cas. Alors là on passe au niveau supérieur d'évaluation des patients. Donc c'est toujours la même tranche d'âge, toujours le même type de sévérité. Donc c'est des patients qui arrivent en disant oh, j'en peux plus, je peux plus vivre comme ça. Faites quelque chose si vous pouvez. Et elle a de la chance parce qu'elle a une maladie mitrale sur un MAC, donc des calcifications annulaires mitrales, donc le RM-IM dégénératif. Elle a un rétrécissement aortique significatif qui avait à peu près les mêmes caractéristiques que le précédent, c'est-à-dire qui était un peu limite sur les critères, mais probablement significatif. Et elle a une CMH obstructive associée avec un gradient intra-VG qui montait jusqu'à 40-60. Donc voilà son écho. Donc la valve mitrale complètement dégénérée, avec un gap donc, qui interdit la prise en charge par MitraClip.
gap et des valves qui sont très remaniées. La valve aortique, vous avez vu, elle s'ouvre plus beaucoup. Et donc, on a la possibilité de mettre des valves aortiques dans la valve mitrale, donc les valves de TAVI Sapien standard, à partir du moment où il y a un support. Et donc là, les calcifications annulaires peuvent nous servir de support pour l'implantation de la valve aortique. On peut le faire par voie transseptale, comme les dilatations mitrales. On est confronté à plusieurs problèmes. Ça, c'est le scanner avec la simulation. Donc, on simule notre valve. Donc, on a fait notre mesure. On s'est assuré que les calcifications étaient suffisamment circonférentielles, plus que 270 degrés, que l'angle mitro-aortique était plutôt pas mal. Et on fait notre simulation de valve là, on est en systole. Et donc, vous voyez que le problème majeur, c'est qu'on obstrue complètement la chambre de chasse. Il faut imaginer que la grande valve mitrale va recouvrir la cage du TAVI et donc va rendre cette zone étanche et donc gêner le flux aortique, ce d'autant qu'elle a déjà une CMH. Et donc, on peut mesurer avec le scanner, avec la simulation, on peut mesurer ce qu'on appelle la néo-LVOT, c'est-à-dire la chambre de chasse résiduelle après simulation, la nouvelle chambre de chasse. Donc c'est un scanner standard, cardiaque, multiphase. On fait 10 phases, toutes les 10%. Et on met en place, alors c'est un logiciel un peu dédié, un peu automatisé. On met en place, on a des modèles de valves, donc on Sapien 3 29. On la met en place sur le logiciel en 3D. Et on a le plan de coupe là, sagittal, et ici le plan de coupe vertical, qu'on définit le long de la chambre de chasse, en fait. Donc ce plan-là, il est coupé le long de la chambre de chasse, et on regarde l'endroit où c'est le plus petit, qui va être la néo-LVOT la plus petite. Et alors, voilà, et on est à ce niveau-là, et du coup, en bleu, c'est la prothèse, hein, le rond là, bleu, c'est de la prothèse, et ce qui reste, c'est ça. Et du coup, on peut mesurer la surface résiduelle. Et là, on la mesurait, alors c'est écrit là, mais vous ne voyez pas, 0,5 cm². Du coup, pas compatible avec la vie. Donc, il faut qu'on lui trouve de l'espace si on veut faire si on veut faire cette procédure. Donc, on lui fait l'alcoolisation septale. Donc, l'alcoolisation septale, c'est comme pour les CMH, hein, on repère la branche septale, on injecte, on met un petit ballon coaxial, on injecte, il y a le petit guide, on injecte un contraste pour être sûr que le ballon soit bien occlusif. Une fois qu'on a ça, on injecte du Sonoview pour être sûr que ce qu'on va opacifier en aval du ballon, ce soit bien le septum. Et du coup, il y a la prise de contraste qui est plutôt pas mal. Et donc, on injecte de l'alcool pur. Alors, c'est à peu près 1 cc par millimètre. Donc, sur une branche d'un millimètre comme ça, on injecte 1 cc, 1,5 cc. C'est un peu au pif. Et on attend 1 mois pour pouvoir la réévaluer. Et on est un peu déçu parce qu'on a gagné un peu. Alors, vous avez ici la néo-LVOT, mais on est à 1,2 mm². Et ce qu'on aime pour être à l'aise, c'est avoir plus que 2 pour être tranquille et plus que 1,7 pour envisager de faire le truc. Donc, donc c'est à nouveau pas faisable. Donc, il faut qu'on regagne de l'espace pour pouvoir faire la procédure. Et on a essayé côté septal, et du coup, on va essayer de gagner côté mitral en faisant ce qu'on appelle un lampoon. C'est laceration of the anterior mitral leaflet to avoid outflow tract obstruction. Oui, bon, là, merci, c'est gentil. Pour les 5 dernières minutes. Alors, comment ça se passe ? Ça se passe au cours de la même procédure, donc c'est l'équivalent du basilica, mais pour la valve mitrale. Donc, on fait la procédure, donc, on prévoit de faire la procédure mitrale.
On dilate le septum. Alors, c'est un ballon de 14 mm pour être à l'aise, pour pouvoir mettre la valve Sapien derrière. Et ensuite, avec ces cathéters-là, on a deux cathéters orientables, là, Agilis. On pique la base de la valve. Alors, on est guidé par ETO 3D. Là, c'est la valve antérieure ici. On pique la base avec un guide de CTO, hein, pareil, les Astato, là, 20 grammes, les plus costauds. On protège avec du glucose et puis un cathé. Au moment où on est bien sur la base de la valve, on met un petit coup de bistouri sur l'extrémité qui sort du guide. Ça fait comme un bistouri électrique. Comme ça, on perfore la base de la valve. On récupère au lasso. Alors, il faut faire attention de ne pas aller trop loin dans les cordages. On récupère au lasso le guide Astato et on le reprend par le deuxième cathéter. On externalise le guide qui fait 3 mètres. Donc on tient la base de la valve mitrale avec les guides à l'extérieur. On a les gaines pour bien immobiliser enfin pour bien isoler le coup de bistouri électrique. Et puis on tire, et là, tac, vous avez au moment où ça lâche, le feuillet mitral qui est fendu. Et donc, ce qu'on imagine, c'est quand on mettra la prothèse, le feuillet mitral va s'ouvrir en rideau et va permettre de nous libérer le centimètre carré qui manque. Alors voilà le TO avec l'imagerie TrueView avec le feuillet mitral qui est bien fendu. Et du coup, dans le même temps, on met notre prothèse. Donc, vous voyez les calcifications de l'anneau mitral là, qui sont bien positionnées. On déploie la prothèse sous stimulation rapide. On essaye de la mettre plutôt le plus côté auriculaire possible, mais sans qu'il y ait de fuite. Et puis, elle avait un rack, hein, je vous rappelle. Donc là, pour le coup, on le fait dans le même temps, parce qu'on n'imagine pas que le rack va... Et donc, on fait le TAVI dans le même temps. Et donc, on a fait le double remplacement valvulaire. Alors, on a fait la mitrale, là, qui était le truc le plus difficile. Je ne crois pas qu'il y ait de vraies règles. C'est des procédures qui sont à très haut risque. Hein, donc, on le fait vraiment chez des patients dépassés sur lesquels il n'y a pas de solution, qui sont très demandeurs. Ouais. Alors, ouais, on se repère sur les calcifications. Hein. Là, l'avantage, c'est qu'ils ont des calcifications annulaires. On les met bien de profil. Hein. On voit si on voit qu'un trait de calcification, c'est que c'est bon. Et du coup, on vise pareil, le marqueur, essayer de le mettre au centre des calcifications. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements systolo-diastoliques et on peut corriger. Vous avez vu on fait l'inflation de façon très très lente pour qu'on puisse corriger. Parce qu'il y a un truc qu'on ne maîtrise pas trop, c'est comment la valve va se réaxer. Elle vient du septum, elle a tourné. Et donc, on a la possibilité de soit pousser sur le cathé, soit pousser sur le guide pour la positionner pile où on veut. Et donc, on a le marqueur du ballon qu'on met au milieu des calcifications. Et on a la jupette qui est de ce côté-là. On la met à l'envers par rapport à la valve aortique, hein, par rapport au tavis aortique. Et du coup, on a fait le scanner post-implantation pour voir si nos simulations avaient bien fonctionné. Et effectivement, ça a bien fonctionné. Hein. C'est-à-dire que vous avez le bout de la cage qui est pratiquement au contact du septum, et que si on n'avait pas fait le lampoon, on aurait eu le feuillet mitral qui recouvre et qui aurait complètement obstrué la chambre de chasse de l'aorte. Et puis vous avez, alors qu'elle avait une CMH initialement, hein, vous avez ici le gradient de pression qui est intra-VG, qui est tout à fait satisfaisant et presque inespéré, hein, puisqu'il est à 28 de gradient max. Alors le problème de ces procédures, c'est que on s'intéresse à des patients qui sont déjà très comorbides
et que les résultats à long terme ne sont pas si extraordinaires que ça, parce qu'ils ont déjà 84-85 ans et que 2 ans après, ils sont morts quand même, quoi. Alors, on a notre fellow qui fait fellowcile, là, qui a fait Ayoub Belfeki, qui a fait son mémoire là, de structurel dessus. Donc, on a 7 patients qui ont bénéficié de cette procédure dans ce cadre-là de TMVR. Et on a la mesure de la néo-LVOT avant et après alcoolisation septale, donc en général 4 à 6 semaines après. Et donc vous voyez que systématiquement on a gagné un peu, alors plus ou moins. Il y a quand même 3, là on est autour de 1,7. Donc il y a quand même 5 patients qui sont retrouvés au-dessus de notre critère d'implantabilité, 2 en dessous sur lesquels on a fait systématiquement un lampoon en plus. Et il a recomparé aussi la différence qu'il y avait entre la simulation et le scanner qu'on avait fait en post-implantation pour voir si notre simulation était bonne. Et en fait, on est un peu pessimiste sur notre simulation par rapport à la néo-chambre de chasse réelle. Il y a toujours un tout petit peu plus. Alors parfois non. Parfois la simulation était parfaite, mais on est toujours un peu pessimiste. Donc ça nous laisse un tout petit peu de marge. Et c'est probablement parce que l'axe de la prothèse qu'on a définie n'est pas forcément le bon et qu'on a réussi tout le temps à les mettre un peu plus auriculaires que ventriculaires pour gagner du temps, pour gagner de l'espace. Et le temps, c'est maintenant. Voilà, j'en avais une belle, mais bon, je savais que j'aurais du mal à la mettre. Je l'avais appelée Cauchemar en cuisine. Ce sera pour l'année prochaine. Pour les âmes sensibles, c'est difficile. Ça va durer 15-20 minutes. On arrête? Oui, non, mais je... merci beaucoup pour votre attention.